parlera de son livre qu'elle vient d'écrire, et Sophie l'interviewera. Je voudrais juste avant vous présenter rapidement Juliette et Gérard, avant que la soirée débute, et de leur laisser la parole. Juliette Marne habite à Muret depuis 3 ans à peu près, et Gérard est aussi muretin, donc pour nous c'est une chance de plus d'avoir parmi nous à la médiathèque des vrais muretins. Vous êtes bien ancrés, ce que je disais, dans la vie muretaine, puisque vous avez été chroniqueuse littéraire à Radio Muret pendant 3 ans, à Radio Occitanie aussi, et où là vous parliez surtout de littérature étrangère, et en particulier américaine et latino-américaine. Voilà. Donc la Tache bleue est votre premier texte, c'est un recueil de nouvelles. Donc vous puisez votre inspiration dans le quotidien, mais en même temps inspiré par le fantastique et le rêve. Je vais parler un petit peu de Gérard Lartigue, qui est donc peintre et sculpteur. Et vous êtes à Muret depuis maintenant plusieurs années, où vous êtes bien connu dans la région, vous avez remporté des prix en tant que sculpteur régulièrement. Tout jeune au départ, vous êtes orienté vers la peinture et vous avez commencé à peindre au départ. Mais très vite, même dans la peinture, votre sujet de prédilection s'est vu et ressenti. Vous peignez déjà des visages. Et vous avez eu un diplôme de Beaux-Arts, vous êtes parti en Suède pour parfaire vos études, et vous êtes arrivé ensuite à Toulouse. Voilà. Donc, après un début où vous êtes beaucoup consacré à la peinture, vous êtes complètement dirigé vers la sculpture. Vous savez, ce qui est intéressant, sans en reparler après, c'est que vous savez, d'une manière inerte qui est l'argile, faire ressortir un visage expressif et vivant. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux qu'on va pouvoir revoir et rediscuter. Ce que je voulais juste dire, c'est que votre atelier maintenant est à l'ancienne briqueterie, donc où chacun peut aller admirer, se faire un buste aussi, sans problème, voir tout ce qui est exposé. Qui regarde qui ? Les écrivains posent leurs yeux sur le monde, ils l'auscultent, le contemplent, le critiquent. Chacune de leurs visions enrichit la nôtre. Chaque écrivain a un regard bien à lui. Antonin Artaud, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett, Borges, Italo Calvino, Albert Camus, Jean Cocteau, Nadine Gordimer, Günter Grass, Claude Lévi-Strauss, Yukio Mishima, Patrick Modiano, Marie Ndiaye, Salman Rushdie. Mais aussi Cabu, Wolinski, Charb, Tinius Honoré et Bernard Maris. Ces 20 écrivains et journalistes d'horizons variés ont tous cherché à élargir notre conscience. La personne qui lit un livre reçoit à l'intérieur d'elle la vision de l'écrivain. Son monde s'en trouve changé pour toujours. Il est un peu plus large, un peu plus ouvert. Gérard Lartigue, sculpteur, comme nous disait Isabelle Bastide, il se voit plutôt comme l'interprète d'un visage qui est pour lui l'œuvre créée par l'être humain. Chaque personne passe toute une vie à sculpter son propre visage, tandis que l'artiste passe quelques jours à le figer dans l'argile. Le visage est une mine d'informations. Dans le cas où en plus où Gérard sculpte un écrivain, il retrouve dans son visage la force de son engagement et peut-être aussi son caractère. Pour moi, l'écriture, c'est conquérir un espace de liberté intérieure. C'est faire tomber des barrières, sortir des cadres, sortir des codes. Et voilà. On va essayer de rentrer un peu plus en profondeur sur votre travail, sur les quelques 10 nouvelles qui composent ce recueil de la Tache bleue, qui est disponible à la bibliothèque, que vous pouvez emprunter et que vous pouvez lire. Donc je pense que j'avais déjà cette envie de relier des domaines très divers. S'engager dans l'écriture,
pour moi, c'est un acte profondément engageant. Donc, Et sincèrement, on a l'impression que le mot est toujours juste, qu'il a été pesé, il n'est pas là par hasard, le mot. Juste pour compléter, il y a le buste de Claude Lévi-Strauss là-haut, et une des citations qu'on a mise, c'est « Peut-être découvrirons-nous un jour que la même logique est à l'œuvre dans la pensée mythique et dans la pensée scientifique, et que l'homme a toujours pensé aussi bien. » Et moi, je suis profondément convaincue de ça. Je pense que si on va suffisamment loin dans un domaine, au fond, tous les domaines de connaissances se rejoignent. Il n'y a pas d'un côté la littérature qui permet juste de rêver et de partir dans des choses délirantes, et d'un autre côté la science qui dirait la vérité. Je pense que c'est au contraire, que c'est toutes les disciplines, si on va suffisamment loin dans la pensée, finissent par se rejoindre. Et plus largement, quelle est la place de l'art dans votre parcours et votre travail ? Alors, c'est sûr qu'il y a une influence que je mesure pas forcément bien, vu que j'ai les œuvres sous les yeux tout le temps, donc il y a une influence qui est très très importante. J'ai eu peu d'éducation artistique. Ça a élargi mon univers. Une autre chose très importante, c'est que je pense que j'ai commencé à donner une importance plus grande effectivement aux rêves, aux images et à tout ce qui n'est pas rationnel. Est-ce que aujourd'hui vous pourriez prendre une nouvelle de ce recueil et la mettre en peinture ? Mais ça n'a pas un lien direct avec la structure d'une nouvelle ou la structure d'un roman, du tout. Mais il faut se nourrir tout le temps de... Moi, je me nourris de toutes les nouvelles qu'écrit Juliette, de tout ce qu'elle écrit, parce qu'elle écrit des millions de choses à côté, pour arriver à une seule nouvelle. Justement, le passage. Quand vous commencez l'écriture du passage et que cette femme arrive au bord de l'eau, qu'elle pose ses lunettes, là, vous avez une description, je pense, voilà, est-ce qu'on on pourrait le peindre. C'est tellement imagé, c'est tellement, c'est tellement poétique, c'est plein de couleurs. Oui. Comment, voilà, l'art là-dedans, la peinture, et c'est... Laisse-moi dire de ça. Non, c'est que je vois ce que vous voulez dire, parce qu'on a très souvent l'idée que pour faire un tableau, il suffit d'avoir des images. Donc, on confond imagination avec faire des images. Et en fait, faire des images est très facile. Mais après, ce qui est important est le langage que j'ai utilisé pour remplir la toile, avec les couleurs, les lignes, tout. C'est ça ce qui va être important. J'en profite pour vous remercier du prêt pour la soirée, du tableau qui illustre votre recueil. Partez pas. Vous n'en voudrez pas, Juliette, si je lui pose une question. On va faire une petite aparté. La peinture, j'en parle, je le montre celui-ci, et derrière moi les caricatures. Alors pourquoi ces caricatures ? Pour nous, les dessinateurs sont comme des vaccins contre les ennemis de la culture. Donc c'est le mal, mais sa moindre expression pour combattre ce mal. Merci Gérard et bravo, parce que c'est vraiment de très grande qualité. Non, Juliette, excusez-moi, revenons un petit peu à la substantifique moelle de ce livre. Non. Donc Gérard Lartigue dit de vous dans la préface de votre livre, et je cite, « Elle considérait l'écriture comme un besoin, un équilibre naturel. Elle m'a raconté qu'elle passait sa vie à attraper les mots qui flottent partout dans l'air, dans nos têtes, dans la matière, dans la lumière, que cela donnait un sens à son existence. » C'est beau. Ouais. Alors écrire pour qui, écrire pourquoi, Juliette ? C'est pas pour un public précis. Ce que j'essaie, c'est de faire des histoires qui, à moi, me conviennent, me paraissent cohérentes et me permettent donc d'aller le plus loin possible dans l'exploration de cette liberté intérieure. Je pense que maintenant que j'ai donc réussi à aller un peu au-delà de ces fameuses barrières à la création, et que j'ai trouvé ce fameux territoire où on peut expérimenter ce qu'on veut et qui c'est très ludique et on fait vraiment ce qu'on veut, et voilà, j'ai plus du tout envie d'abandonner ça, et au contraire ça nourrit chaque jour, et ça donne une intensité à ma vie qu'elle n'avait pas avant, donc
dommage de son côté. Ça serait dommage. Après, la question du public, c'est vraiment dans un deuxième temps, et c'est autre chose. Peut-être on a envie de partager ça, mais j'écris jamais en me disant j'écris pour tel style de public, ou je voudrais arriver à... Non, ça non. Est-ce que vous vous mettez devant votre ordinateur le matin ou devant une feuille blanche et puis que ça sort d'un seul coup? Alors, il y a souvent un premier jet de quelques paragraphes qui arrive assez facilement et qui n'est pas prémédité, on va dire. C'est-à-dire, avant d'écrire, je ne sais pas ce que je vais écrire. Donc j'écris et généralement il y a la voix d'un personnage qui se met à parler. C'est beaucoup des textes à la première personne d'ailleurs. Donc pour moi c'est plus facile de passer par le jeu. Ça coule plus facilement de source. Et dans le cas d'une nouvelle, il faut que ça soit un petit univers très fermé, très cohérent. Et ce qui est difficile, c'est d'arriver à mener au bout cette cohérence. Et sinon, j'écris pas sur l'ordinateur au départ, parce que l'ordinateur me met littéralement un écran entre moi et moi-même. Et comment vous savez que c'est bon? Si sur moi ça fonctionne, et puis aussi en le laissant beaucoup reposer. C'est-à-dire qu'il faut souvent des mois, et au bout de des mois, je ressors l'histoire, je la relis, et puis je la fais lire à des lecteurs critiques, par exemple Monsieur Marty, qui est très critique. Les thèmes abordés dans vos nouvelles sont différents thèmes, et à la fois, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Souvent, pas tout le temps, souvent. L'absence revient. Vous nous expliquerez peut-être pourquoi. On rencontre le don de soi dans la nouvelle qui s'appelle Ma crête iliaque, la maternité dans celle d'Amour et d'eau fraîche. Vous évoquez aussi d'une très belle manière le deuil, à la fois le deuil du frère dans le passage ou le deuil du grand-père dans Le bleu dans l'ombre. On reviendra sur cette nouvelle particulièrement. L'image du corps est très présente aussi. L'amour, la différence dans la ligne de trop. Vous parlez de l'exclusion sur une très très belle nouvelle qui s'appelle L'invasion. Et vous parlez aussi du harcèlement au travail dans la nouvelle que nous allons lire, et à l'école aussi. Quelle est, dans ce travail, quelle est votre part d'inspiration? Qu'y a-t-il de vous dans toutes ces histoires? Alors ma question est très vague. La part de la fiction, la part de l'autobiographie peut-être, ou pas du tout? C'est compliqué parce que c'est sûr que c'est pas de l'autobiographie, c'est vraiment de la fiction. Et en plus, quand on travaille à partir de certains souvenirs, en écrivant, on transforme ces souvenirs. C'est-à-dire qu'on met une telle implication dans l'écriture qu'après, le souvenir qu'on a d'un événement est vraiment transformé. Ça devient quelque chose de nouveau. Et alors je pense en particulier à un écrivain dont je parle souvent, qui est en exergue du livre et qui s'appelle Imre Kertész, qui est un Hongrois qui a eu le prix Nobel de littérature en 2002. Il était donc juif et il s'est retrouvé en camp de concentration à 14 ans ou 15 ans. Il en est sorti un an plus tard et bon, évidemment ça a transformé sa vie et il est devenu écrivain. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Être sans destin. Et c'est une fiction, mais c'est à partir de son expérience concentrationnaire d'adolescent. Et lui, il a dit aussi qu'une fois qu'il a réussi à écrire ce livre, qu'il a mis 13 ans à écrire, une partie de ses souvenirs sont devenus le livre. C'est-à-dire qu'il ne retrouvait plus les souvenirs initiaux, qui pourtant ont dû être particulièrement marquants. Mais il a tellement transformé, il a tellement travaillé pour arriver à quelque chose d'autre, que finalement, c'est devenu un petit peu sa propre vie. Donc voilà, moi je serais un peu dans cette lignée-là. C'est pas que j'utilise pas des matériaux de ma vie, mais ça me paraît pas intéressant de revenir précisément sur tel ou tel fait autobiographique pour expliquer quoi que ce soit des nouvelles. Vous réussissez en quelques lignes à capter votre auditoire, capter votre lecteur. Et vos nouvelles, bien qu'elles soient différentes, sont très attachantes, très profondes. Et vous avez cette jeune fille qui se pose des questions à savoir si son grand-père pensait à elle au moment où il est décédé. Alors, c'est une nouvelle qui est très belle. Comment ça vient, ça? D'où ça vient? Je voulais traiter la question du deuil chez une adolescente qui est confrontée pour la première fois. Alors, ce qui est délicat, ce qui est dérangeant aussi, c'est que cet enfant appelle sa mère pour lui dire qu'elle a vu son papy dans le cercueil
Et on sent qu'elle a besoin d'en parler, et sa mère, ce qu'elle trouve uniquement à lui dire, c'est on a réussi à sensibiliser encore X femmes par rapport au cancer du sein. Donc c'est une cause noble, effectivement, mais sa mère, oui, le lapsus, oui, elle n'est pas sympa du tout, cette maman. Et cette maman est absente et elle s'en fiche complètement elle se fiche complètement du ressenti de sa fille. Il y en a une qui fait un petit peu office d'ovni, enfin pour moi, tout du moins, tel que je l'ai ressenti. C'est la nouvelle qui s'appelle Le Bouc. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur quel travail il a été fait sur cette nouvelle-là, du Bouc? Oui, c'est vrai que sur celle-là, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus intérieur. C'est l'histoire d'un espèce d'ermite qui part dans le désert. Il y a deux influences au moins, c'est Robinson, l'histoire de Robinson. Ça rejoint aussi étrangement l'histoire de Cartès, parce que un thème qui m'attire, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a très peu de ressources. Alors, quand on est dans un camp de concentration, quand on est sur une île tout seul et qu'on n'a presque rien à sa disposition, comment on arrive à se faire une vie, en fait. Donc ça, donc du coup, j'ai pas non plus cherché de ressources à l'extérieur, puisque pour moi, il fallait chercher à l'intérieur. Donc ça rejoignait le thème de la nouvelle. Et la deuxième influence, c'est La Tentation de Saint-Antoine, de Gustave Flaubert, qui est aussi l'histoire d'un ermite qui part dans le désert et qui est soumis à tout un tas de tentations. Bon, c'est très très lointain comme influence, mais voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'ancrage social par rapport aux autres. Et à l'étage, il y a une quinzaine d'écrivains. Qui regarde qui?